Bienvenue dans Clés Actu, votre boussole hebdomadaire pour comprendre le monde qui nous entoure. Cette semaine, nous plongeons dans les cyberattaques qui secouent de plein fouet le secteur du tourisme français, les turbulences aériennes causées par la géopolitique et les promesses révolutionnaires de l'intelligence artificielle pour la santé. Nous explorerons également l'incroyable essor des véhicules électriques à l'échelle mondiale et une initiative majeure pour le bien-être féminin en Afrique. Accrochez-vous, l'actu décryptée, c'est tout de suite. Marc, Julie, bonjour. On commence avec une série alarmante de fuites de données qui frappent de plein fouet le secteur du tourisme français. Des noms bien connus, comme Bellambra et Pierre en Vacances, sont cités. Marc, pourquoi ce secteur est-il une cible si privilégiée pour les cybercriminels ? Et qu'est-ce qui se passe exactement ? Sophie, c'est une combinaison de facteurs qui rend le secteur du tourisme extrêmement attractif pour les cybercriminels. D'abord, il brasse des volumes colossaux de données personnelles et financières, coordonnées bancaires, dates de séjour, préférences de voyage, nom des accompagnants. Ces informations sont une véritable mine d'or sur le marché noir. Ensuite, ces attaques exploitent souvent des failles dites IDOR, Insecure Direct Object Reference, qui permettent, si mal gérées, d'accéder frauduleusement à des informations sensibles d'autres utilisateurs via une simple manipulation d'URL. Les cybercriminels peuvent ensuite mener des attaques de phishing ou d'usurpation d'identité très ciblées et très efficaces, augmentant considérablement le risque de fraude. Et l'impact humain est considérable, bien au-delà du préjudice financier direct. Les victimes subissent un stress immense face au risque d'usurpation d'identité, de tentatives d'arnaque ciblées et parfois même de harcèlement. La confiance des clients dans ces marques pourtant établies est sérieusement ébranlée, ce qui peut avoir des conséquences à long terme sur leur fidélité. Pour les entreprises elles-mêmes, c'est un coup dur pour leur réputation, sans parler des coûts colossaux liés à la gestion de crise, aux notifications des autorités et des clients et aux potentielles sanctions réglementaires en cas de non-conformité. C'est un rappel brutal de la nécessité de renforcer la sécurité de nos données numériques. Passons des données sensibles aux prix sensibles, ceux du kérosène. Royal Air Maroc a annoncé la suspension temporaire de plusieurs liaisons aériennes vers l'Europe et l'Afrique, citant la flambée des prix. Marc, est-ce un cas isolé ou le signe d'une tendance plus large due aux tensions géopolitiques ? C'est clairement un signe fort, Sophie. Les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, ont un impact direct et presque immédiat sur le cours du pétrole et par ricochet sur celui du kérosène. Le coût du carburant représente de loin le poste de dépense le plus important pour les compagnies aériennes. Quand il flambe soudainement, comme c'est le cas, les marges s'évaporent littéralement, rendant certaines liaisons non rentables. Royal Air Maroc, comme d'autres transporteurs, est contrainte de réajuster son offre, de réduire ses capacités sur les lignes les moins performantes, quitte à impacter ses plans d'expansion à plus long terme. C'est une stratégie de survie et d'adaptation forcée face à une volatilité des marchés énergétiques devenue imprévisible. Pour les passagers, c'est une vraie et frustrante perturbation. Des voyages d'affaires ou de vacances planifiés de longue date sont annulés ou modifiés, la nécessité de trouver des alternatives souvent plus chères, plus longues ou moins pratiques. Pour les familles, cela peut signifier des réunions manquées ou des rêves de voyage brisés. Pour les villes concernées comme Marseille, Lyon ou Bordeaux, c'est un manque à gagner significatif pour le tourisme et l'économie locale. Derrière chaque suspension de vol, il y a des histoires d'organisation chamboulées et un sentiment d'incertitude qui pèse sur la liberté et la spontanéité du voyage. Parlons maintenant d'une révolution en marche. L'intelligence artificielle au service de la médecine. Des chercheurs utilisent l'IA pour accélérer la recherche de traitements contre des affections neurologiques graves, comme la maladie de Charcot ou Parkinson. Julie, Marc, est-ce la promesse d'une nouvelle ère pour la santé ? Une véritable lueur d'espoir pour des millions ? Absolument, Sophie. L'IA a un potentiel immense et transformateur. Elle peut analyser des quantités astronomiques de données de patients, leurs dossiers médicaux, imagerie cérébrale, séquençage génétique, résultats d'essais cliniques bien plus vite et avec une précision inégalée par rapport à un cerveau humain. L'objectif est double. D'une part, identifier rapidement des médicaments existants qui pourraient être réaffectés ou réutilisés pour de nouvelles indications. Un gain de temps et d'argent considérable par rapport à la découverte d'une nouvelle molécule. D'autre part, détecter des schémas pathologiques très tôt,
voire prédire le risque de développement de maladies avant même l'apparition des symptômes grâce à l'analyse de marqueurs subtils comme les scans de l'iris ou les enregistrements vocaux. C'est une approche qui accélère drastiquement le processus de recherche. C'est une lueur d'espoir immense et très concrète pour des millions de patients et leurs familles qui luttent quasi contre ces maladies souvent dévastatrices et encore incurables. Pensez à la rapidité avec laquelle on pourrait trouver des traitements efficaces là où la recherche classique prend des décennies. Cependant, il faut aussi être très vigilant. La qualité et la représentativité des données d'entraînement de l'IA sont absolument cruciales pour éviter les biais qui pourraient nuire à certains groupes de patients. Et bien sûr, la dimension éthique de l'utilisation des données personnelles de santé, la transparence des algorithmes et la question de la boîte noire de l'IA, c'est-à-dire comment elle arrive à ses conclusions, restent des défis majeurs à adresser. Mais les avancées sont telles qu'on est au seuil d'une transformation profonde des soins. Changement de sujet, mais toujours dans l'innovation qui redessine notre futur, les véhicules électriques. L'Agence internationale de l'énergie nous apprend qu'une voiture sur 4 vendue dans le monde est désormais électrique. C'est un essor fulgurant et la Chine en est le moteur principal avec 60% des ventes mondiales. Marc, comment expliquer cette domination chinoise et cette accélération globale ? C'est le résultat d'une stratégie décennale et très volontariste de la Chine, Sophie. Le pays a massivement investi dans toute la chaîne de valeur, de l'extraction et du raffinage des matières premières critiques à la fabrication des batteries, où ils sont leaders mondiaux, et bien sûr à la production de véhicules électriques. Le gouvernement a mis en place des subventions et des incitations fiscales très fortes, tant pour l'achat par les consommateurs que pour la production par les industriels. Cela a permis aux fabricants chinois d'innover rapidement et de produire à grande échelle, réduisant ainsi les coûts et rendant les VE plus accessibles. L'Europe et les États-Unis suivent avec des efforts importants, mais accusent un certain décalage, faisant de cette transition une véritable course à la fois technologique et industrielle. Et pour les consommateurs, c'est une transition pleine de promesses, mais aussi de questions et de défis. Moins d'émissions de CO2, des coûts de carburant réduits, une expérience de conduite souvent plus silencieuse et agréable. Mais il y a aussi des préoccupations légitimes sur l'autonomie des batteries, le temps de recharge et surtout la disponibilité et la fiabilité des infrastructures de bornes. Au-delà, il y a un enjeu sociétal et environnemental majeur sur l'approvisionnement en matières premières comme le lithium et le cobalt, les conditions de leur extraction et leur recyclage en fin de vie. La révolution verte des véhicules électriques doit être pensée dans sa globalité pour être véritablement durable et équitable pour tous. Enfin, cap sur l'Afrique, et plus précisément le Burkina Faso, où l'association Ladies Orange d'Orange Burkina Faso a organisé la 4e édition du Yelen Mousso, un séminaire axé sur le bien-être féminin et la santé mentale. Julie, une initiative d'une importance capitale, n'est-ce pas ? Absolument, Sophie. Cette initiative est cruciale, surtout dans des contextes socio-culturels où les questions de santé mentale peuvent encore être entourées de stigmates et de tabous, particulièrement pour les femmes. Ce séminaire Yelen Mousso offre un espace sûr d'échange et de soutien, permettant d'aborder ouvertement des sujets importants comme la ménopause, la gestion du stress, l'équilibre parfois précaire entre vie personnelle et professionnelle et les difficultés psychologiques que les femmes peuvent rencontrer. C'est essentiel de briser le silence, de déconstruire les préjugés et d'encourager les femmes à prendre soin d'elles, à reconnaître leurs besoins et à prioriser leur santé mentale pour s'épanouir pleinement, tant personnellement que professionnellement. Stratégiquement, cela montre aussi l'engagement d'une entreprise internationale comme Orange, via sa filiale burkinabé, envers le bien-être de ses employés, mais aussi plus largement envers la communauté. C'est une marque d'employeur forte qui contribue à la fidélisation des talents, à l'amélioration de la productivité et à une meilleure image de l'entreprise. Et cela peut véritablement inspirer d'autres entreprises dans la région et au-delà à investir dans des programmes similaires, reconnaissant que la santé mentale est un pilier fondamental de la performance globale d'une organisation et de sa responsabilité sociale d'entreprise. C'était Clés Actu. Merci à Marc et Julie pour vos analyses toujours aussi pertinentes et éclairantes. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et de nous faire confiance pour décrypter les enjeux du monde. Retrouvez-nous vendredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.